Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je m'appelle Ousmane Baké. Donc, je suis élève ingénieur. Donc, je suis futur ingénieur. Je suis dans ma dernière année en développement informatique. Je suis également cofondateur de la plateforme Etutoria, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne. Sur lequel j'ai créé quelques cours donc en guise de test. J'avais créé également un webinaire où je parlais des carrières en informatique. J'avais également fait une vidéo sur la programmation en Wolof, donc qui est disponible sur la plateforme. J'avais également fait quelques bases sur la programmation en C, etc. J'ai également une chaîne YouTube, donc je vous demande de m'apporter vraiment la force pour vraiment booster cette chaîne, même si je ne suis pas trop actif sur les réseaux, mais j'ai vraiment l'envie de partager les informations que j'ai. Donc j'ai une chaîne sur laquelle j'ai fait quelques vidéos donc, qui sont basiques. Ça, c'était une démonstration d'une simple application de météo qu'un ami m'avait demandé de faire. Ça également une démonstration sur Laravel. J'avais fait également deux vidéos donc sur la sécurité informatique, etc. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de Flutter. Bon, ce démo-là que je vais faire aujourd'hui. Donc ce n'est pas un démo pour les débutants, c'est plutôt un démo qui est avancé. Donc en général, il y a beaucoup de gens qui apprennent Flutter, mais qui voudraient des ressources en français qui sont un peu avancées. C'est pour cela je me suis dit, je vais faire une démonstration d'une application qui est basique, mais qui va vraiment contenir beaucoup d'informations, où je vais essayer de gérer pas mal de cas qui sont vraiment utiles et qui sont techniques dans cette application, afin de montrer comment travailler avec Flutter, surtout avec le Clean Architecture, donc un code qui est très propre en respectant le MVVM, donc qui est le pattern modèle view modèle, donc en respectant également l'architecture bloc. Donc vous voyez la structure de notre application qui est composée de trois couches. D'abord on a travaillé sur la couche domaine avec tout simplement les différents modèles. Donc pour vous dire, on est en train de créer une application donc qui va gérer des cours, donc avec trois rôles, donc un rôle étudiant, un rôle administrateur et un rôle professeur. Donc voici nos différents modèles. On a créé également les repositories pour définir les signatures des méthodes, les différentes signatures des méthodes en utilisant ce qu'on appelle les Ether. Donc tout cela, nous allons y revenir. On a également défini les use cases au niveau de la couche domaine pour tout simplement séparer donc la logique métier, et tout simplement il va être une sorte de couche d'abstraction entre cette logique métier et également ce qu'on appelle la partie présentation. Là, si on a fini, j'ai travaillé également sur une autre couche qui est la couche data, où il y a d'abord le data source. On a défini un geofactory, l'implémentation des repositories donc que l'on a fait. Donc cette repository là, les signatures qu'on avait définies au niveau de la couche domaine, c'est là où on va faire la vraie logique. Là également, il y a les requests, par exemple le login request.
Là, c'est là où on prépare les réponses. L'autre couche, c'est les mappers. Donc, on a utilisé un mapper pour éviter de retourner des strings vides ou bien ce qu'on appelle des entiers vides. Donc, les mappers, on va les appliquer sur les réponses pour ne pas retourner tout simplement des informations qui sont vides. On est là également sur une autre couche qui est la couche présentation. Donc, pour chaque fonctionnalité, nous allons créer un dossier, par exemple, pour logging. Nous allons créer la partie blog avec les events, les states et le blog lui-même. Donc, vous voyez tout le traitement nécessaire. Voici les events. Donc, les événements, tout ça, nous allons y revenir en détail. Voici également la partie view model, donc qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre ce bloc, il va appeler ce bloc et pour tout simplement puisse mettre à jour la partie UI. Donc tout ça, on voudrait, donc c'est au niveau de ces view modèles que l'on va tout simplement émettre les différents événements du bloc. Là, voici la partie widget pour tout simplement créer des widgets. Et là, voici la partie logging. Tout ça, c'est pour avoir une meilleure organisation et moins de code afin d'avoir une meilleure présentation et une code plus structurée. Donc, je vais tout simplement démarrer mon application. Sachant que cette application, j'ai utilisé une backend Spring Boot. Donc, que je vais vous présenter d'abord. Dans la première partie, je vais faire un tour sur le backend pour que vous puissiez fixer les idées sur comment cette application fonctionne derrière. C'est pour cela que j'ai créé une documentation Swagger, donc qui est intuitive et réactive, qui permettra à tout un chacun donc de mieux comprendre les différentes fonctionnalités. Donc je vais faire une petite démonstration de comment cette application fonctionne. Donc j'ai lancé l'application et lorsque je lance l'application, j'ai cette interface. Donc c'est cette même interface que l'administrateur va se connecter, que l'instructeur va se connecter, de même que l'étudiant. Donc nous allons connecter avec les trois comptes existants. D'abord, je vais me connecter avec le compte admin. Donc si je me connecte avec le compte admin, il va charger et il va me charger donc le compte admin. Donc là, lorsqu'on veut rechercher un cours, on peut le rechercher avec son nom. Donc lorsqu'on veut charger tous les cours, donc voici les différentes cours que j'ai ajoutés. Donc là, c'est un bouton pour pouvoir ajouter un nouveau cours avec tout simplement le nom et un bouton pour sélectionner tout simplement le professeur. Là également, c'est pour éditer un cours avec les différentes valeurs par défaut lorsque vous voulez mettre à jour. Là également, nous allons, lorsqu'on veut supprimer un cours. Ça, c'est l'interface administrateur. Là, je vais mettre les étudiants. Donc, l'admin, il a l'accès. Donc, il peut voir l'ensemble des étudiants. Il peut ajouter un nouveau étudiant avec son nom, son first name, son last name, le niveau, son email et son password. Si vous voulez, je peux tester. Donc, je peux faire un papa, beginner. Donc, papa, lorsque je fais papa @gmail.com 1, 2, 3, 4. Donc, lorsque je fais add the student, vous allez, il a ajouté ça. Il a même tout simplement des validateurs. Lorsque je fais ça, il va me dire donc de renseigner ça. Même si je renseigne
et que j'utilise le même email, donc j'ai implémenté une fonctionnalité qui va vérifier est-ce que ce mail existe. Par exemple, si je tape le même mail, papa@gmail.com, donc un événement va être déclenché et là il va me dire que tout simplement ce mail existe déjà. Par exemple, vous avez vu, email already exists. Donc là, voici les cours, voici la partie student. Lorsque je voudrais supprimer, il suffit de faire ça. Et là, il a été supprimé avec succès. Là, c'est la partie des professeurs. Donc, on peut supprimer un professeur, ajouter un nouveau professeur. Donc, là, avec les validators également, on a tout respecté. Là, pour voir les cours concernant un professeur, par exemple, ce professeur, voici les cours qu'il a fait. Donc là également, je vais venir sur cette interface qui va afficher le nom de l'administrateur, les cours qui existent, le nombre de professeurs, etc. Donc là, je vais faire un logout et je vais me connecter en tant que student. Donc voici le compte étudiant. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? L'étudiant, il peut faire un enroll, il peut donc s'inscrire sur un cours. Voici les cours que l'étudiant s'inscrit pour le moment. Par exemple, lorsque je veux m'inscrire sur un nouveau cours, je vais faire enroll. Et là, tu vas voir trois éléments. Donc voici les différents cours que je me suis inscrit. Là également, c'est la même interface, mais là, ça n'existait pas au niveau de l'admin. Donc l'admin, il ne peut pas modifier son profil, c'est seulement l'étudiant et le professeur qui peuvent modifier leur profil. Par exemple, si tu entres sur Edit Profile, tu peux donc modifier tes propres informations, toi en tant que étudiant. Et là, c'est également pour la partie logout. Je vais me connecter en tant qu'instructeur. Donc je vais faire instructeur 1, 2, 3. Donc je vais me connecter en tant qu'instructeur. Donc là, c'est un problème de réseau, mais c'est pas grave. Donc l'instructeur, il peut ajouter, lui aussi, il a la possibilité d'ajouter de nouveaux cours, de même que l'admin. Mais l'admin, il ne peut pas updater un cours. Donc c'est seulement l'instructeur qui a cette possibilité d'ajouter un nouveau cours. Là, c'est pour mettre à jour, donc éditer un cours. Lui également, il a cette interface. Donc ça, j'ai pas tout terminé. Là, lui aussi, il peut tout simplement mettre à jour son interface. Et là, c'est pour se déconnecter. Donc c'était ça l'application. Donc tout ça, nous allons le coder de A à Z en respectant donc le clean architecture, donc en travaillant avec Flutter. Nous allons aller étape par étape et nous allons tout simplement essayer de partager le maximum d'informations. Sans plus tarder, je vais essayer de vous présenter dans cette première partie le back-end que j'ai travaillé avec Spring Boot. Donc ce cours-là, je vais tout simplement le mettre après sur le repo GitHub. Donc voici la partie back-end. Donc il est bien démarré. Donc pour vous faciliter, pour vous comprendre les différentes fonctionnalités. Bon, je sais pas, peut-être il y a des gens, c'est pas la partie back-end qui leur intéresse. De même que moi, dans cette présentation, c'est pas la partie back-end qui m'importe le plus. Bon, on pouvait utiliser Mock API pour faire tout ceci, mais j'ai décidé de le faire vraiment de manière complète. Donc je vais pas tout simplement coder le back-end parce que je l'ai déjà fait, de même que la partie front. Mais la partie front, nous allons reprendre étape par étape. Mais pour la partie back-end, je vais juste vous présenter la partie documentation Swagger
et je vais aller trop rapidement sur les différentes couches et comment j'ai travaillé pour que vous puissiez comprendre de manière claire. Pour ceux qui travaillent avec Spring, bien sûr. Pour ceux qui ne travaillent pas avec Spring, donc je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est la partie, Flutter. Bon, c'est l'objectif de ce cours aussi. Donc voici mes différentes entités. Donc j'ai créé une base entity. Donc cette base entity, donc c'est une classe qui va être héritée par les autres classes. Donc il est très pratique dans la mesure où cela va nous permettre tout simplement de gérer tout ce qui est audit. Donc pour savoir quand est-ce qu'on a ajouté quelque chose, qui a modifié quoi, etc., etc. Donc pour cela, j'ai ajouté tout simplement une variable, tout simplement cette annotation create date pour savoir la date de création. Et je vais dire que personne ne peut tout simplement updater parce que ça c'est, on parle de création, donc les updates on peut pas les appliquer sur cette valeur. Donc là, attendez, je vais brancher mon chargeur. Donc là également, c'est la personne qui a créé la chose. Ça, la personne qui a modifié tout ça, c'est pour tout simplement tracer tout ce qui se passe au niveau du backend. Et là, il faudra ajouter ce qu'on appelle le Audit Listener Entity et arriver ici au niveau de Course Application, ajouter ce qu'on appelle le Enable JPA Auditing pour pouvoir l'activer correctement. Donc là, lorsque je viens ici au niveau, par exemple, d'un cours qui va tout simplement hériter cette classe base entity, tu vas voir les attributs update et qui a fait une modification au niveau de la base de données. Bon, pour cette présentation, je voudrais, si ça concernait vraiment Spring Boot, je ne vais pas faire ceci avec Spring JPA. Donc la migration, j'aurais géré ça avec Flyway ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est pas Spring Boot qui nous concerne sur ce cours, c'est juste pour vous présenter comment est fait l'application. Donc il faudra que je vous présente de manière rapide l'application. Donc là, j'ai créé une base entity. Donc les autres classes vont l'hériter. Donc comme ça, on va annoter que c'est une entité getters, setters. Donc là, c'est tout simplement pour donner les noms de la table. Donc il va étendre les bases entités. Dès qu'on a mis extend base entity, il faudra savoir tous les attributs qu'on avait définis là. Ils vont être appelés directement au niveau de cette classe. C'est pourquoi lorsque je viens au niveau de curses, on avait tout simplement les colonnes curse ID, curse name, curse duration, curse description et l'instructeur qui est un lazy. Mais tu vas voir que ces différents attributs vont être appelés. Le create at, le created by, updated, etc. Ça, ils vont être ajoutés automatiquement. Tu as vu, donc on a ajouté le created at, updated at, created by et updated by. Donc parce qu'on a fait un extend base entity. Donc là, je vais commencer par créer l'ID donc du cours, le nom du cours, un course, la durée du cours donc qui est un string, la description. Donc et là j'ai ajouté tout simplement pour renommer tout simplement la colonne au niveau de la base de données, je veux le nommer course ID. C'est pourquoi j'ai mis name égale à course ID et je vais dire que c'est pas l'ID, il doit pas être nul. C'est pourquoi on a ajouté un new label égal à false. Pour les autres également, pour tout simplement gérer le stockage au niveau de la base de données, donc on a fixé pour le name, la durée, etc.
On a fixé donc une longueur maximale, donc que le nom ne peut pas dépasser. Donc ça fait partie également des bonnes pratiques. Donc ce qu'il faut savoir également, il y a des relations entre les différentes classes. Par exemple, la relation entre course et tout simplement instructeur. Donc au niveau de course, on a une relation many to one. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de cours donc peuvent être affectés à un seul instructeur. Ça veut dire qu'un instructeur il peut faire beaucoup de cours. Et là tout simplement j'ai essayé donc de faire la relation pour dire que je vais essayer de le joindre avec un attribut donc au niveau de la classe instructeur. Donc et c'est cet attribut là instructeur. Donc comment je voudrais tout simplement représenter cette relation au niveau de la base de données, c'est-à-dire le nom de la colonne, je voudrais tout simplement le nommer instructeur ID. Donc si je viens au niveau de instructeur également, lui aussi il va étendre the base entity. Je vais mettre les mêmes annotations, donc le nom du colonne. J'ai également besoin du nom de l'instructeur, du last name, un petit résumé donc pour sa présentation. Et il a une relation avec course, donc c'est une relation one to many. Donc pour dire qu'un professeur il peut avoir plusieurs cours, donc c'est ça sa relation avec courses. C'est pourquoi ici au niveau de instructeur on a déclaré un tableau donc de cours pour dire qu'il peut avoir un ou plusieurs cours, un instructeur. Donc voici la relation one to many, et là nous allons faire mapped by. Donc le mapped by, lorsqu'on vient ici au niveau de instructeur, nous allons voir ici au niveau de instructeur, on va voir tout simplement le instructeur ID qu'on avait au niveau de instructeur. C'est au niveau de courses. C'est au niveau de courses que la relation va être symbolisée. Donc vous avez vu au niveau de courses on a le instructeur ID. Donc là le côté où on a mis tout simplement mapped by, donc cette partie ne va pas symboliser la relation, c'est l'autre partie qui va symboliser la relation. Donc l'attribut qui va tout simplement représenter une clé primaire donc va être représenté de l'autre côté qui n'a pas le mapped by. Donc là également il faudra voir la classe user, donc pour dire que également de base un student est un user, un étudiant est un user, un admin est un user. Donc côté fonctionnalité techniquement, avant de créer n'importe qui, avant de créer un instructeur, nous allons commencer par créer le user d'abord. Donc ça également c'est très pratique, c'est pourquoi nous avons défini ici au niveau donc de user une relation donc avec student. Donc un user il représente un student, il représente également donc il représente également un instructeur. Là vous avez vu mapped by, donc là lorsque je viens sur user, tu vas pas voir cette relation symbolisée. Donc il va être symbolisé de l'autre côté. Par exemple, lorsque je viens au niveau de student, tu vas voir que voici le user ID. Et ça c'était la relation qui doit tout simplement lier ce qu'on appelle le user avec les students. De même, si je viens au niveau de instructeur, tu vas voir tout simplement la relation qui symbolise sa liaison avec user, c'est user ID. Donc la classe qui contient le mapped by, il ne va pas symboliser la relation. Ça veut dire que la colonne ne va pas être à ce côté. Donc un user, c'est que il a un ID, un email, tout simplement, et un password. Et là, tout simplement, je vais dire que il a une relation avec rôle. Un user, il peut avoir plusieurs rôles. Un rôle peut être affecté à plusieurs utilisateurs. Donc ça, on a une relation many to many des deux sens. Lorsque vous voyez là, on a une relation many to many ici. Et au niveau de user également, on a une relation many to many.
Si on a ce genre de relation, il faudra essayer de créer côté UML une classe d'association qui va le représenter. Donc c'est pourquoi si tu veux le faire sur le code, nous allons utiliser ce qu'on appelle le join table, donc en donnant tout simplement le nom donc de cette classe qui va être la classe d'association, la table d'association au niveau de la base de données. Donc on l'a appelé user role comme tu l'as vu. Donc on a dit que voici les colonnes donc que l'on voudrait symboliser, le user ID et le role ID, parce qu'on a dit que c'est une relation many to many, plusieurs à plusieurs. Donc il est impératif donc de créer une classe d'association. Et dans cette classe d'association, tu verras ces colonnes user ID et role ID. Donc lorsque j'entre, vous voyez le role ID et le user ID, ils sont là. Donc voici également student. Un étudiant également, c'est un user. De même qu'un instructeur, c'est un user. Donc ça, c'est une classe one-to-one. Donc ça, c'est évident. Et donc au niveau de student, nous avons l'ID de l'student, le first name, last name, son niveau. Un student, il peut enrôler, ça veut dire il peut s'inscrire à plusieurs cours, donc many to many. Many to many, d'accord, mais un cours peut concerner plusieurs instructeurs. Là, donc c'est une relation many to many également. Donc si on a une relation many to many entre cours et instructeur, il faudra tout simplement le représenter cours et student, parce qu'il faudra dire qu'un student, il peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. Donc ça, c'est many to many, d'accord. Donc un cours également peut être affecté à un ou plusieurs professeurs. Donc on a les deux côtés là, c'est many to many. Donc il faudra représenter cette relation avec une classe d'association. Donc c'est cette relation dont je vous parle. Là on a déclaré au niveau de course un tableau des students, et au niveau des students on a déclaré ce qu'on appelle un tableau de courses. Et cela va nous imposer à créer ce qu'on appelle une classe d'association qui est un enroll, c'est-à-dire les cours qui sont sur lesquels les students s'est inscrit. Donc il contient l'ID du cours et l'étudiant qui a inscrit sur le cours. Après avoir créé l'entité, nous allons commencer par créer donc la couche DAO qui est le Data Access Object. D'abord, nous allons commencer par donc aujourd'hui je n'ai pas vraiment du punch. Il faut me comprendre un peu, je suis un peu fatigué. Je vais tout simplement passer sur la couche accès aux données. Donc d'abord on a le DAO qui est une interface, donc qui a tout simplement qui va contenir par exemple les différentes méthodes qui vont interagir avec la base de données. Donc là je veux retourner une page curse. Pourquoi page curse? Parce que je voudrais que les données qui vont être retournées soient paginables. D'accord? Donc c'est pourquoi je vais retourner page au lieu de retourner une liste. Donc page. Donc c'est très pratique lorsqu'on veut faire ce qu'on appelle des paginations. Ça veut dire que pour tout simplement optimiser les requêtes côté backend, au lieu tout simplement de faire un retrieve de toutes les informations, nous allons tout simplement fixer un nombre de size et tout simplement un nombre de pages que l'on va demander à notre backend, donc pour éviter donc de retriever toutes les données. Donc là on a besoin donc de récupérer tous les cours. Ça c'est la partie où on cherche tout simplement un cours selon un nom. Donc au démarrage de l'application côté Flutter, comment je vais gérer? Lorsque je spécifie rien du tout, il va tout charger. Donc cette méthode, il va tout simplement faire un find course by course name contents, c'est-à-dire lorsque tout simplement le cours contient une telle lettre, donc on va le rechercher au niveau de la base. Donc on a utilisé un pageable, donc qui va implémenter tout simplement ce qu'on appelle un size et tout simplement ce qu'on appelle un page number. C'est très pratique donc lorsqu'on veut optimiser notre backend.
Donc ça, je vais tout simplement faire un page curse. Je donne le nom de la méthode. Là, je vais passer un string keyword, c'est-à-dire le mot-clé que l'on va rechercher. Là également, c'est donc à chaque fois si c'est beaucoup d'éléments, je vais retourner ce qu'on appelle donc un page au lieu de faire une liste. Là également, je vais tout simplement essayer d'obtenir les cours selon l'ID de l'étudiant. Et pour le faire, je vais faire une requête sur laquelle je vais faire une sous-requête. Donc je vais aller au niveau, donc je vais faire un query, je vais lui donner une valeur, d'accord. C'est cette valeur-là qui va être tout simplement exécutée au niveau de la base de données. Donc je vais faire un select étoile from courses, ça veut dire que je vais sélectionner tous les éléments au niveau de la table courses. Et where course ID, ça veut dire que je vais vérifier est-ce que l'ID de ce cours-là il existe sur tout simplement un sous-requête que je vais faire. Ça veut dire que la première chose que cette requête va faire, il va aller au niveau de la table courses, il va récupérer les cours. Et là, il a tous les ID. Et chaque ID, il va vérifier est-ce que cet ID-là, il est présent sur tout simplement la classe d'association. Ça veut dire que c'est pour vérifier les cours que l'étudiant a s'inscrit. Donc, le enrolled, elle a été la classe d'association entre courses et student. Donc je vais vérifier. Donc pour chaque cours, je vais récupérer son ID et je vais aller au niveau de la d'une autre table qui est le enrolled. Ça veut dire que je vais sélectionner donc enrolled.course_id et je vais vérifier est-ce que l'étudiant tout simplement s'est inscrit dans ce cours. Donc et là il faudra le noter avec un native query pour que cela puisse s'exécuter au niveau du backend. Là également je vais tout simplement vouloir obtenir les cours dont l'étudiant n'a pas enrôlé, n'est pas inscrit, autant pour moi. Donc là je vais tout simplement faire une select sur la liste des cours. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que cet ID il n'existe pas sur les cours enrôlés par l'étudiant. Si ça n'existe pas, je vais me dire que donc il n'est pas inscrit sur ce cours. Et là, je vais terminer avec un native query égal à true. Là également, je vais tout simplement sélectionner les cours par l'instructeur. Là, j'ai même fait un petit commentaire. Donc ça, je vais faire un sélectionne-moi le cours dont l'instructeur a l'ID donné. Donc je vais sélectionner from la table course. Si je mets ça, je ne vais pas mettre un native query. Native query, lorsque je le mets, c'est lorsque j'utilise tout simplement directement les noms des tables. Par exemple ici, tu as vu courses là, c'est ce qui est ici au niveau de ce name là. Lorsque je fais native query, il faudra spécifier les noms des tables. Mais lorsque je ne fais pas le native query, je vais faire directement une sélection, donc qui est tout simplement ce qui est classique, ce qu'on fait le plus. Donc je vais sélectionner sur la table courses as C, donc c'est ce que je vais retourner et je vais vérifier si ce cours là donc appartient bel et bien à cet instructeur. Donc ça c'est pour obtenir les cours donc selon l'ID de l'instructeur. Et là également je vais passer en paramètre le pageable pour pouvoir récupérer ce qu'on appelle le size et le page, pour pouvoir les spécifier. Ça également c'est pour tout simplement faire une suppression, remove enrolled by student ID, donc supprimer un cours dont les students s'est inscrit. Là je vais passer sur tout simplement un autre DAO. Ça c'est pour l'instructeur. Là j'ai tout simplement deux méthodes. Premièrement j'ai un find instructor by name, comme tu le sais. Donc je vais tout simplement sélectionner sur la table instructeur quand le instructeur.firstName donc il est tout simplement
il représente à ce qui est recherché, ou bien le last name. Donc ça c'est pour rechercher le nom du professeur en fonction de l'information que l'on a passée sur la barre de recherche. Là également j'ai une autre méthode, Find Instructor by Email. Donc je vais sélectionner, comme tu le sais, chaque instructeur il a tout simplement, c'est un user, et le user il a un email et un password. Donc comme tu le sais, donc là au niveau de instructeur Diao, je vais sélectionner sur la table instructeur et je retourne ce instructeur, et il faudra vérifier est-ce que si j'accède à cet instructeur puis au niveau du user puis au niveau de email, est-ce que cela coïncide avec ce que je suis en train de rechercher. Donc là je retourne un objet instructeur. Là également j'ai un rôle Diao qui va retourner donc le nom du rôle, Find by Name. Donc ça c'est vraiment la puissance de ce qu'on appelle JPA. Ça également j'ai un student Diao qui implémente donc une méthode Find Student by Name. Donc là je vais sélectionner vers la table student. Là tu vois pas le native query, c'est pourquoi je sélectionne directement depuis la table. Donc là je vais vérifier est-ce que l'information entrée donc il coïncide avec le first name ou le last name, un des caractères, si ça contient quelque chose. Là également je vais faire un Find Student by Email. Donc select S, c'est-à-dire je vais sélectionner les students from a student as S. D'accord, donc là j'ai bien accès. Je vais vérifier si le s.user.email il est égal à ce que je suis en train de rechercher. Donc là je fais un commentaire bref, donc c'est pas le Spring Boot qui est notre objectif. Ça c'est le user Diao. La troisième couche, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le DTO, donc pour préparer tout simplement les données qui vont être retournées par mon backend. Là j'ai utilisé ce qu'on appelle une documentation Swagger pour pouvoir faciliter donc la lecture. Là je vais le pusher sur le GitHub pour que vous puissiez faire un petit tour donc de ce backend. Là c'est le course Diao, donc comme il y a beaucoup d'éléments, moi ce que j'ai besoin c'est l'ID du cours, le course name, course duration et l'instructeur. Donc là également le error response, je vais le préparer pour savoir quel type d'erreur est levé. Le instructeur DTO également, voici ce que j'ai besoin. Le instructeur ID, le first name, last name, le summary et le user DTO. Les responses DTO également. Donc je veux avoir le status code et le message. Est-ce que c'est un message success ou error? Le rôle DTO, voici les informations que je veux retourner avec l'objet, la classe rôle. Le rôle ID, le name et tout simplement les listes des users pour chaque rôle. Là c'est le student DTO avec le student ID, first name, last name, le level et le user. Ça c'est le user DTO. Donc là également il a besoin du email et du password. Après ça j'ai créé ce qu'on appelle les mappers. Donc ça c'est le course mapper. Il va qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement convertir l'objet course en un course DTO. Donc lorsque je fais un save, donc les informations entrées c'est un course DTO. Donc avant de l'enregistrer il faudra le convertir en un course et de retourner ce qu'on appelle un course DTO. Donc là je vais retourner un objet course DTO et je prends un paramètre un course. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle le main utils.copyProperties. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier les valeurs des propriétés de l'objet course vers l'objet course DTO. Donc ça c'est un raccourci très rapide. Donc là également je retourne un objet curse. Donc ça s'appelle from curse DTO. J'utilise toujours le main utils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier ces informations de course DTO vers cet objet curse. Ça également c'est le course mapper et le student mapper. Là ceux qui font Spring, donc ils doivent comprendre ça. Je suis également au niveau de la couche, ça c'était le audit, donc il faudra ajouter ça pour savoir
la personne qui a updaté quelque chose ou bien qui a fait un ajout quelque chose. Donc ça c'est pour enregistrer le current auditor. Donc ça c'était la partie sécurité. Donc au niveau des services, les voici. Donc pour chaque partie, je vais commencer par définir les signatures. Donc pour charger un cours, donc à chaque fois je retourne un course DTO ou un page course DTO. Donc ça c'est pour instructeur service, student, role service, student service et user service. Et voici les implémentations. Les différentes implémentations. Donc là, je vais juste vous présenter une méthode. Lorsque je voudrais créer un cours, je voudrais tout simplement retourner un objet course DTO. Ça veut dire que l'admin ou l'instructeur, il va entrer des données. Donc ces données-là, je suis obligé donc d'utiliser les mappers pour les convertir en un objet course. C'est cette partie-là. Donc je vais retourner un objet course. Et comme il faudra savoir que chaque cours créé, on doit l'affecter à un instructeur. Donc il faudra que je retrouve donc l'instructeur qui est en train de créer ce cours. Find by ID. Donc je vais accéder à l'objet course et je vais tout simplement récupérer l'instructeur. Et là, il faudra le cours, je vais l'associer à un instructeur. Je vais enregistrer le cours. Après avoir enregistré un cours, il faudra tout simplement réutiliser le mapper pour le convertir en un course DTO. Donc là, c'est update courses, assign a student to course, remove, etc. De même pour l'instructeur service. Tout ça, je vais le pusher pour que lorsque vous avez besoin de ça, le role service et student service et le user service implement, le voici également. Donc ça c'est la partie sécurité. Donc je vais commencer par créer un sécurité config. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle le filter chain. Je vais tout simplement désactiver les courses. Et là, je vais mettre les endpoints dont j'ai autorisé. Et plus particulièrement la documentation Swagger. Et tout simplement l'interface logging. Je vais les autoriser. Mais tout le reste, je vais tout simplement ajouter un filtre. Donc comme tu le sais, donc lorsqu'une requête, comment construire un token lorsque une requête arrive, la première filtre donc présent, c'est tout simplement le JWT authentication filter, donc qui va tout simplement récupérer les informations de connexion. Il va les extraire et là tout simplement après on va invoquer les JWT authorization, etc. Donc tout ça, ça concerne le premier filtre que l'on a ajouté, c'est le JWT authentication filter. Donc qui va contenir tout simplement, qui va retourner l'objet authentication. Et également, si l'authentication a réussi, il va retourner ce qu'on appelle un success authentication. Ça, c'est l'autorisation, donc pour dire qui est autorisé à accéder à un tel endpoint avec tout simplement la construction du token. Donc, je vais vous présenter ce qu'on appelle ma documentation. Donc, j'ai fait une documentation qui est très propre avec mon nom ici. Donc lorsque vous voulez m'envoyer un email, voici les différentes endpoints. Par exemple, ça concerne les opérations pour instructeur. Donc voici tout simplement le format à envoyer avec il faudra spécifier juste l'instructeur ID. Et là voici la réponse attendue. Ça c'est pour supprimer
Donc ça c'est pour obtenir des instructeurs. Il faudra rechercher avec un keyword. Voici les types de réponses. Tout ça, lorsque vous apprenez Spring, vous allez le comprendre. Ça c'est pour obtenir la liste des instructeurs. Ça c'est pour obtenir API, les instructeurs selon l'ID, les courses d'un instructeur, fetch course by instructor ID. Voici ce que j'attends comme réponse si tout se passe bien. Voici API pour fetcher un instructeur. Donc les opérations pour les courses, API course ID. Les voici. Donc obtenir les cours. Donc c'est très bien fait cette documentation. Je vais également le mettre sur GitHub. Donc là, j'ai pas vraiment le punch. C'est pourquoi je passe trop vite sur le back-end. Mais ce qui est plus important, c'est la partie front avec Flutter que je vais vraiment présenter. Donc là, c'est API/all. Ça, c'est la partie student pour modifier un student. Tout simplement, pour supprimer un student, pour obtenir les students, etc. Ça, c'est l'opération de connexion. Donc, pour se connecter avec un email et un password. Là, je retourne juste le statut. Ça, c'est pour obtenir if que cet email existe. Donc là, je retourne un booléen, true ou false. Là, c'est pour le refresh token. Là, ce sont les schémas que j'ai créés. Donc, voici au niveau de mes DTO. Donc, pour tout simplement... ok. Donc, je pense que je vais couper la vidéo ici. Donc, j'ai une petite urgence. La seule chose que je voudrais vous dire que ce projet-là va être codé de A à Z. Donc, je voudrais juste vous demander, j'ai juste besoin de au moins 100 abonnés donc, pour faire cette démonstration et tout simplement donner la force à ma chaîne YouTube. Et nous allons tout simplement partager beaucoup d'informations dans cette chaîne. Merci beaucoup.